Ils vous ont menti au sujet de la ligne droite. Regardez n'importe quelle image satellite de terres agricoles modernes, des ceintures de maïs du Nebraska aux champs de blé de l'Ukraine. Et vous verrez le même motif monotone gravé dans la peau de la terre. Des lignes parallèles, sans fin et rigides, s'étendant jusqu'à l'horizon, comme les barreaux d'une prison planétaire. Vous avez été conditionné à croire que cette géométrie est la marque de l'efficacité, un triomphe de l'ordre sur le chaos de la nature, mais je suis ici pour vous dire que la rangée n'est pas une nécessité biologique. C'est une cicatrice mécanique. La ligne droite n'existe pas pour servir la plante. Elle existe uniquement pour servir le tracteur. Lorsque vous plantez en rangée, vous ne faites pas d'agriculture. Vous gérez un corridor logistique pour la machinerie lourde. Et, ce faisant, vous avez abandonné l'arme la plus puissante de l'arsenal d'un cultivateur, la géométrie. Considérez l'anomalie des maraîchers parisiens du XIXe siècle. Dans l'aube enfumée et à force de chevaux de l'ère industrielle, à la périphérie de Paris, une guilde de physiciens du sol oubliés, ils se faisaient appeler jardiniers, mais c'était l'un des ingénieurs de l'ordre le plus élevé, a atteint des rendements de production que les universités agricoles modernes ont encore du mal à expliquer sans recourir à des accusations d'exagération. Sur des parcelles souvent plus petites que 2 acres entourées par les murs de pierre de la ville, ils produisaient suffisamment de légumes pour nourrir toute la métropole et exporter le surplus à Londres. Ils n'utilisèrent pas d'azote synthétique, ils n'utilisèrent pas de pesticides et, surtout, ils ne plantèrent pas en rangée. Ils comprenaient qu'une plante n'est pas un soldat marchant en formation, mais un collecteur radial d'énergie solaire, une antenne biologique accordée à des fréquences spécifiques de lumière et d'humidité. En forçant les plantes dans des fichiers linéaires isolés, l'agriculture moderne gaspille près de 50% de la superficie disponible sur des chemins, des zones mortes de terre compactées qui ne font qu'évaporer l'eau et faire pousser des mauvaises herbes. C'est la grande tromperie de la Révolution verte. Nous avons échangé la densité photosynthétique de la forêt contre la facilité de la moissonneuse-batteuse. Nous avons sacrifié la thermodynamique de la canopée vivante pour la commodité de la rampe de pulvérisation. Mais que se passe-t-il lorsque vous éliminez les béquilles à combustion de diesel de l'agriculture industrielle et que vous revenez à la physique brute de l'organisation spatiale? Vous découvrez que le secret de l'abondance ne se trouve pas dans un sac de sel d'engrais bleu ou un brevet de semences génétiquement modifiées. Il se trouve dans les mathématiques perdues de la densité d'emballage. Nous sommes sur le point d'exhumer une méthode de culture qui traite le sol non pas comme une surface plane, mais comme un réacteur tridimensionnel, et le schéma de plantation non pas comme une grille, mais comme un réseau hexagonal. Vous êtes à l'aube d'un changement de paradigme qui vous oblige à oublier tout ce que vous savez sur l'espacement et à commencer à penser à l'architecture. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons perdu, nous devons remonter au pavé couvert de suie de la Villette dans les années 1890. Ici, les maraîchers, les jardiniers maraîchers de Paris, exploitaient un système si intensif qu'il a effectivement terraformé le paysage urbain. Ce n'étaient pas de simples paysans espérant la pluie, c'étaient des maîtres manipulateurs de la cinétique de fermentation. Ils utilisaient l'énorme flux de déchets du transport hippomobile de la ville, des tonnes de fumier, non pas simplement comme engrais, mais comme combustible pour les réacteurs thermiques. En empilant de la matière organique en fermentation sous des cloches de verre, ils ont conçu une température de base stable de 25 degrés Celsius au cœur de l'hiver. Ils ne se contentaient pas de planter des graines dans le sol. Ils les plantaient dans un moteur thermodynamique contrôlé, prolongeant la saison de croissance de 5 à 12 mois. C'était un système en boucle fermée de physique et de biologie qui ne nécessitait aucun combustible fossile
et produisait des densités de rendement qui ruineraient un agriculteur de maïs moderne de l'Iowa. Mais cette sagesse ne s'est pas estompée naturellement. Elle a été assassinée par la Première Guerre mondiale et la montée subséquente de l'ère chimique. Au début du XXe siècle, deux chimistes allemands, Fritz Haber et Karl Bosch, ont découvert la capacité d'extraire l'azote de l'air et de synthétiser l'ammoniac. C'était un miracle pour la fabrication de munitions, mais lorsque la guerre a pris fin, le monde s'est retrouvé avec d'énormes usines conçues pour produire des explosifs et personne à bombarder. La solution? Rebrander l'azote. Le produit chimique même utilisé pour fabriquer du TNT a été granulé et vendu aux agriculteurs comme le sauveur de l'humanité. C'était le point de pivot, le moment où l'architecte du sol a été remplacé par le toxicomane chimique. Soudain, la structure physique complexe du sol, l'espace poral, l'action capillaire, l'échange gazeux, n'avait plus d'importance. Pourquoi se soucier du métier fastidieux de construire un labour profond et aérobie du sol, alors que vous pouviez simplement faire exploser la terre avec des sels synthétiques? La méthode maraîcher, qui reposait sur l'interaction complexe de la profondeur et de la biologie, a été rejetée comme un travail archaïque. Le tracteur exigeait un sol plat et dur, et l'industrie chimique fournissait la perfusion intraveineuse pour maintenir les plantes en vie dans ce milieu mort. Nous avons échangé la résilience d'un système biologique contre la dépendance d'un système chimique, oubliant que si vous pouvez forcer une plante à pousser avec de l'azote, vous ne pouvez pas synthétiser le système immunitaire d'une forêt. Nous cultivons maintenant avec un système de survie et le fantôme de la Villette est le seul témoin du crime. Maintenant, nous devons descendre dans les mathématiques ardues du sol. C'est là que le romantisme du jardinage meurt et que la physique de l'efficacité prend le dessus. Si vous regardez un champ agricole standard, vous regardez une grille carrée, ou pire, une série de lignes parallèles déconnectées. Dans une grille carrée, si vous plantez vos cultures à 30 cm de distance, la distance entre une plante et son voisin dans la rangée est de 30 cm. Mais la distance jusqu'à son voisin en diagonale est de près de 43 cm. C'est un échec géométrique. Cela crée un écart de ressources, une poche de sol trop éloignée pour que les racines l'atteignent efficacement, mais suffisamment proche pour évaporer l'humidité. Vous payez essentiellement des impôts sur des terres que vous n'utilisez pas. Pénétrez dans le décalage hexagonal, ou ce que les mathématiciens appellent le pavage triangulaire. En décalant chaque deuxième rangée, de sorte que la plante se trouve dans le clivage des deux plantes qui la précèdent, vous abandonnez le carré et adoptez le triangle. Dans cette configuration, chaque plante est équidistante de ses 6 voisins les plus proches. C'est la géométrie du nid d'abeilles. C'est la géométrie des structures cristallines moléculaires. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de maximiser la densité sans stress. Lorsque vous passez des rangées à un réseau hexagonal, vous insérez immédiatement 20% de biomasse en plus dans la même superficie. Ne négligez pas ce chiffre. Sans acheter plus de terre, sans transporter plus d'eau, sans ajouter un seul gramme d'engrais, vous venez d'augmenter votre rendement potentiel d'un 1/5 simplement en respectant les lois de la géométrie. Vous avez éliminé l'espace mort de la diagonale et l'avez remplacé par du tissu productif. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est de l'empilement de sphères, le même problème mathématique sur lequel Carl Friedrich Gauss s'est torturé en 1831. L'agriculteur industriel voit un champ comme une surface sur laquelle on roule. L'ingénieur biologique le voit comme un volume à remplir. En utilisant la logique hexagonale des l'île profonds, vous maximisez l'indice de surface foliaire jusqu'à un point de masse critique, garantissant que pour chaque photon de lumière solaire qui frappe votre parcelle, il frappe une molécule de chlorophylle,
et non une parcelle de terre nue. Vous avez conquis le plan horizontal avec la géométrie, mais vous devez maintenant conquérir le plan vertical avec la physique. La plupart des sols modernes sont une scène de crime. Une couche peu profonde de poussière pulvérisée reposant sur un sol de béton imperméable et suffocant, connu sous le nom de couche dure. Cette couche dure est le résultat de décennies de machines lourdes, comprimant la terre à une profondeur d'exactement 20 cm. Sous cette barrière, votre terre est morte. Elle est anaérobie, dépourvue d'oxygène et toxique pour les poils absorbants. Lorsque vous plantez dans cet environnement, vos racines heurtent ce sol et paniquent. Elles se tournent sur le côté, s'en mêlent avec leurs voisins, se battant pour le même pouce d'eau de surface pathétique. C'est pourquoi les cultures industrielles sont si faibles. Ce sont des toxicomanes aux racines peu profondes qui dépendent d'une irrigation constante, car ils ne peuvent pas accéder aux réserves de la planète. Le glis profond est l'antidote à cette suffocation. Nous ne faisons pas que labourer. Nous fracturons les horizons géologiques pour créer un réacteur aérobie vertical. En brisant mécaniquement la structure du sol jusqu'à une profondeur de 60 cm, sans retourner les couches et perturber la hiérarchie microbienne, nous introduisons une infusion massive de gaz atmosphérique dans le sous-sol. C'est là que la loi de Henry sur la solubilité des gaz devient votre nouvelle religion. En augmentant la pression partielle de l'oxygène en profondeur dans le profil, vous libérez le taux métabolique des bactéries nitrifiantes qui étaient auparavant dormantes. Vous transformez un sous-sol froid et mort en un poumon hyperoxygéné. Cette profondeur modifie également l'hydrodynamique de votre exploitation. Dans un champ standard, l'eau frappe la couche dure et forme des flaques, s'évaporant ou pourrissant les racines. Dans un réacteur à lit profond, le sol agit comme une mèche gravitationnelle massive. La structure ameublie retient l'eau contre la gravité, grâce à la tension capillaire, tout en permettant à l'excès d'humidité de s'écouler instantanément. Vous créez une éponge qui est à la fois bien drainée et humide. Pendant une sécheresse, alors que les cultures en rang de votre voisin se flétrissent sur leurs poils à frire peu profondes et dures, vos plantes enfoncent des racines pivotantes à 60 cm de profondeur dans un réservoir frais et humide que le soleil ne peut pas toucher. Vous avez effectivement déconnecté votre approvisionnement alimentaire des caprices du bulletin météorologique. Vous devez cesser de considérer les feuilles comme de simples décorations et commencer à les voir comme les valves d'un moteur biologique. Dans le modèle linéaire conventionnel, les plantes sont des îles isolées dans une mer de terre nue. Cette exposition est catastrophique. Le vent décape la surface du sol, éliminant l'humidité et, plus grave encore, emportant le gaz le plus précieux du tableau périodique agricole, le dioxyde de carbone. Les bactéries du sol respirent constamment, exhalant des panaches massifs de CO2 de la terre. Dans un système de cultures en rang, ce gaz, le carburant même de la photosynthèse, est instantanément dilué par la brise ambiante et perdu dans l'atmosphère. C'est une fuite thermodynamique du plus haut niveau. Le réacteur hexagonal à lit profond scelle cette fuite grâce au phénomène de fermeture de la canopée. En calculant l'espacement triangulaire précis, de sorte que les feuilles des plantes matures se touchent à peine, vous créez un bouclier atmosphérique vivant. Il ne s'agit pas seulement de supprimer les mauvaises herbes, il s'agit de physique de la densité des gaz. Le CO2 est plus lourd que l'oxygène. Lorsque la canopée se verrouille, elle forme un couvercle au-dessus du sol, piégeant le CO2 qui s'échappe du réacteur microbien en dessous. Le gaz monte, frappe le dessous de la canopée foliaire et s'y accumule,
créant une zone hyper concentrée de carbone juste au niveau des valves d'admission stomatale de vos plantes. Vous avez effectivement construit une serre sans verre. Sous ce toit vivant, l'indice de surface foliaire, ISF, monte en flèche. L'humidité se stabilise, réduisant le stress de transpiration sur la culture, tandis que la concentration de CO2 peut grimper significativement plus haut que les 415 parties par million ambiant trouvées en plein air. Cela booste le taux de photosynthèse, non pas grâce à des stimulants chimiques, mais simplement en refusant de laisser le carburant s'échapper. Alors que l'agriculteur industriel brûle du diesel pour injecter de l'engrais, votre canopée capture silencieusement les gaz d'échappement de la terre, recyclant le souffle du sol dans le corps de la plante. Si vous pouviez observer sous la surface du sol d'une ferme conventionnelle, vous verriez un étalement paresseux et chaotique. Un plant de maïs, planté isolément, ne ressent pas l'urgence de la survie. Il sent l'espace vide autour de lui et étale ses racines latéralement, écrémant les nutriments faciles de la couche arable comme un enfant gâté qui ne mange que le glaçage d'un gâteau. Cette architecture racinaire, peu profonde, rend la plante structurellement faible et chimiquement dépendante. Elle compte sur vous pour la nourrir parce qu'elle n'a jamais été forcée de chasser. Mais dans le treillis à haute densité du réacteur à lit profond, nous concevons un comportement biologique complètement différent, grâce au mécanisme de la pression racinaire. Lorsque vous plantez selon le décalage hexagonal, en plaçant les jeunes plants au seuil précis de leur tolérance, vous déclenchez un système d'alarme primordial au sein du réseau hormonal de la plante. Lorsque les extrémités des racines s'étendent et effleurent la rhizosphère de leurs voisins, un signal chimique est émis. La production d'auxine de croissance latérale est supprimée et la plante bascule son allocation d'énergie vers une stratégie de survie verticale. Elle réalise qu'il n'y a pas de place pour s'étendre. Elle doit donc descendre. Ce n'est pas de la compétition. C'est une marche forcée dans les profondeurs géologiques. Soudain, la plante n'écume plus la surface. Elle mine. Poussées par cette pression communautaire, les racines percent les zones de fracture que nous avons créées dans le sous-sol, plongeant à 2, 3, parfois 4 pieds de profondeur. À ces profondeurs, elles accèdent à une strate de densité minérale que les cultures labourées en surface de l'agriculture industrielle ne touchent jamais. Magnésium, calcium et oligo-éléments enfermés dans les sous-strates. La plante pompe ces minéraux dissous vers le haut, non seulement pour se nourrir elle-même, mais aussi pour tirer les nutriments même de la croûte terrestre dans le cycle biologique. Alors que l'agriculteur industriel achète des compléments minéraux dans des bidons en plastique, vos plantes les forent. Vous avez transformé votre culture en une pompe biologique, faisant remonter la géologie des profondeurs de la terre à la lumière du soleil. Déposez le motoculteur. Cette machine hurlante et gourmande en essence n'est pas un outil agricole, c'est un agent du chaos géologique. Elle pulvérise la structure du sol, assassinant les réseaux d'ifs fongiques qui ont mis des années à se construire. Et pire encore, elle mélange la couche arable aérobie avec le sous-sol anaérobie, créant une bouillie bactérienne confuse qui finit par s'effondrer en ciment. Nous ne mélangeons pas, nous stratifions. Nous allons réaliser une opération à cœur ouvert sur la Terre, et pour cela, vous avez besoin de la précision silencieuse d'une bêche à tête plate et d'une fourche à bêcher. C'est le protocole de la double excavation, une technique d'ingénierie manuelle qui crée le réacteur à lit profond, sans détruire la chronologie du sol. Tout d'abord, vous devez définir les limites de votre cuve de réacteur. Délimitez une plate-bande d'exactement 4 ou 5 pieds de large, pas plus large. Cette dimension est non négociable. C'est la portée maximale du bras d'humain. Une fois cette plate-bande creusée,
aucun pied humain ne doit plus jamais toucher sa surface. Chaque fois que vous marchez sur le sol, vous exercez des pressions allant jusqu'à 10 livres par pouce carré, écrasant les espaces poreux que vous essayez de créer. La plate-bande est un sanctuaire. Le chemin est un sacrifice. Commencez par creuser une tranchée sur toute la largeur de la plate-bande, d'une épaisseur de bêche, profondeur de bêche, de profondeur, et d'une épaisseur de bêche de large. Déplacez cette couche arable enlevée à l'extrémité opposée de la plate-bande. Vous en aurez besoin plus tard. Maintenant, regardez dans la tranchée. Vous fixez le sous-sol, le sol dur compacté. Ne le déterrez pas. C'est là que l'amateur échoue. Au lieu de cela, enfoncez votre fourche à bêcher profondément dans cette couche inférieure et faites-la levier vers l'arrière. Fissurez-la. Fracturez-la. Brisez la compaction, mais laissez les morceaux de terre en place. Vous introduisez des fissures d'air dans la géologie profonde, sans amener le sous-sol lourd en minéraux et pauvre en vie à la surface. Vous réveillez le sous-sol sans expulser les locataires. Une fois le sous-sol fracturé, passez à la bande de terre végétale suivante, immédiatement derrière votre tranchée. Soulevez cette terre et retournez-la vers l'avant, sur le sous-sol fracturé de la première tranchée. Vous avez maintenant exposé une nouvelle bande de sol dur. Répétez la fracture. Répétez le retournement. Vous déplacez efficacement toute la couche arable vers l'avant tout en brisant le sol en dessous. Lorsque vous atteignez la fin de la plate-bande, remplissez la tranchée finale avec la terre que vous avez déplacée depuis le début. Reculez et regardez. La plate-bande n'est plus plate. Elle s'est soulevée, gonflée d'air, se trouvant 6 à 8 pouces plus haut que le sol environnant. Vous n'avez pas ajouté de terre. Vous avez ajouté du volume. Vous avez créé une éponge aérée et surélevée, prête à recevoir la géométrie du treillis. Vous vous tenez maintenant devant une plate-bande surélevée qui respire. Elle est meuble, profonde et chargée de potentiel. Mais ne gâchez pas cette perfection en dispersant les graines comme un paysan médiéval. Nous sommes sur le point de superposer une grille mathématique sur une surface biologique. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'un mètre ruban qui s'affaisse et ment. Vous avez besoin d'un outil rigide. Allez au magasin de bricolage et coupez une simple cheville en bois au diamètre exact centre à centre de votre culture spécifique à maturité. Si vous plantez de la laitue qui pousse sur 12 pouces de large, votre cheville mesure exactement 12 pouces de long. Ce bâton est votre loi. Il représente la réalité physique immuable du futur corps de la plante. Commencez au coin avant gauche de votre plate-bande. Placez votre première graine. Maintenant, posez votre cheville à plat le long du bord de la plate-bande et placez la graine suivante à son extrémité. Continuez ainsi sur toute la largeur de la plate-bande. C'est votre ligne de base, la seule ligne droite que vous tracerez jamais. Vient maintenant le décalage. Pour la deuxième rangée, ne commencez pas directement derrière la première plante. Au lieu de cela, placez votre cheville de manière à ce qu'une extrémité repose sur la première plante de la rangée 1 et l'autre extrémité repose sur la deuxième plante de la rangée 1. Le point où les pointes de deux chevilles imaginaires se rencontreraient, formant un triangle équilatéral parfait pointant dans la plate-bande, est l'emplacement de votre prochaine graine. Vous plantez dans le creux de la première rangée. Poursuivez à travers la plate-bande, en maintenant cette triangulation. Vous construisez un treillis de côtes de mailles. Chaque graine est maintenant le moyeu d'une roue à 6 rayons, équidistante de chaque voisin. Au fur et à mesure que vous reculez, vous remarquerez que la géométrie se resserre. La surface du sol disparaît plus vite qu'avec les rangées. Vous emballez des cercles dans un rectangle, l'algorithme de stockage le plus efficace de l'univers connu. Lorsque ces plantes écloront,
Elles ne se feront pas concurrence. Elles se tesselleront. Elles pousseront jusqu'à ce que leurs feuilles extérieures effleurent à peine les pointes de leurs voisins, refermant la canopée comme l'iris d'un objectif d'appareil photo au moment précis du pic de photosynthèse. Vous avez programmé la date de la récolte dans la géométrie du semis. Cela nous amène à la question finale et inconfortable que l'industrie agricole a dépensé des milliards à essayer de faire taire. Il ne s'agit pas d'une question d'agronomie, mais de moralité. Au cours du siècle dernier, on nous a vendu une définition spécifique de l'efficacité qui est mathématiquement malhonnête. On nous a appris que l'efficacité signifie produire le maximum de calories avec le minimum de travail humain. Selon cette mesure, le tracteur est roi, le pulvérisateur chimique est reine, et la ligne droite est la loi. Nous avons réussi à concevoir un système qui permet à un homme de s'asseoir dans une cabine climatisée et de gérer 1 millier d'acres de sol mourant. Mais nous avons payé cette efficacité de la main-d'œuvre par une inefficacité catastrophique de la terre, de l'énergie et de la vie. Le réacteur hexagonal à lit profond offre une mesure différente, une mesure que l'économie moderne méprise parce qu'elle ne peut être brevetée ou mécanisée. Il exige davantage de vous. Il exige la sueur du double bêchage, la précision de la triangulation et la patience de l'observateur. Il vous demande d'échanger la puissance bon marché et alimentée par des combustibles fossiles du moteur contre la puissance biologique du microbe. Il vous demande de cesser d'être un conducteur et de commencer à être un intendant. L'industriel regarde un jardin et demande « À quelle vitesse puis-je en finir ?» Le cultivateur bio-intensif regarde la même parcelle et demande « Combien de vies cet espace peut-il soutenir ?» Vous possédez maintenant le plan. Vous comprenez que la ligne droite est une cicatrice et que l'hexagone est un bouclier. Vous comprenez que le sol n'est pas une surface à gratter, mais une batterie à charger. Le fantôme du maraîcher parisien n'est plus un mythe. C'est une méthodologie qui attend vos mains. Le choix est clair et binaire. Vous pouvez continuer à servir la géométrie de la machine, en disposant votre nourriture en rangées solitaires et balayée par le vent qui implore un salut chimique. Ou vous pouvez sortir du réseau, prendre votre bêche et embrasser la densité de la forêt. Les graines sont dans votre main et la physique est de votre côté. Ne vous contentez pas de planter un jardin. Construisez un réacteur.